Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Si on parlait sport, le talk qui est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive du département. Et aujourd'hui, elle sera essentiellement tournée vers les championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui ont débuté au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Vous connaissez le concept de l'émission, il y aura des coups de gueule, des analyses, des débats et des duels avec nos chroniqueurs. Ils sont 4 en plateau aujourd'hui, l'élite du sport yvelinois, présentation en musique. On commence ce tour de table par un cycliste. Il est champion d'Europe de cyclisme sur piste Masters. Il vient tout juste de décrocher une nouvelle deuxième place au championnat du monde. Il est aussi virevoltant et fantasque que le Slovaque Peter Sagan. Yann Dujarier est avec nous pour cette émission. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Yann. Alors cette deuxième place au championnat du monde Masters? Satisfaisante, contrat rempli, on va pas dire encore une fois, mais ouais, contrat rempli, le travail à payer et j'en suis pleinement satisfait. Donc, il y aura du cyclisme sur piste. Oui, vous êtes gâtés pour une fois. Voilà. Vous faites la tête la plupart du temps sur le football, le rugby. Cette émission sera essentiellement consacrée au cyclisme sur piste. On prend notre pied ce soir. Ok, parfait. On passe de l'autre côté à musique. Lui aussi, il est dans le cyclisme. C'est une légende vivante. Ce cycliste licencié à Vélizy a réalisé une multitude de records. Son dernier en date, le Téléthon 2015, où il a été pédalé pendant plus de 24 heures au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Jean-Michel Richefort nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. C'est votre grande première? C'est une première. C'est une grande première, vous n'êtes pas trop stressé? Non, pas du tout, pas du tout. Okay. Puis, donc vous êtes un spécialiste du cyclisme. Si vous avez des infos, n'hésitez pas en tout cas. Hein. Eh bien, on va essayer. On va essayer. On repasse à droite. Il n'y aura pas que des pros du vélo sur cette émission. Un rugbyman versaillais sera aussi parmi nous. Il est un adepte des Chistera, mais aussi des troisième mi-temps. Il n'a pas pris de corticoïdes avant d'arriver sur cette émission. Guillaume Nereneuf est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Mickaël, je vois que vous surfez bien sur l'actualité rugbystique. Ça vous inspire quelque chose, cette actualité? Ils ont été blanchis. Parfait. Tout va bien. Donc, vous n'avez rien à rajouter. Rien à rajouter. On parle de cyclisme, vous êtes rugbyman, ça ne vous pose pas de problème sur cette émission? Non, vous inquiétez pas. J'ai des choses à dire aussi. On termine notre tour de table à gauche. Il est le président de l'équipe de football de Trappes. C'est l'un des hommes les plus influents dans le monde du sport yvelinois. Franck McCourt, le nouveau actionnaire de l'OM, lui aurait demandé des conseils pour gérer son club de football. Moustapha Larbaoui, le président du club de football de Trappes, est avec nous. Moustapha. Bonjour. C'est une rumeur, Franck McCourt, qui vous demandait des conseils pour gérer le club? Complètement, je suis dédié totalement à mon club, donc quelles que soient les faveurs qu'on pourrait m'accorder, je reste à l'Étoile sportive de Trappes. Quel que soit le nombre de zéros après. Absolument. Absolument. On a souvent défendu les valeurs du sport ici et décrié les problèmes d'argent qu'on avait dans le sport. C'est pas moi qui vais m'y mettre. Et vous le savez, messieurs. Donc, au passage, c'est sur ordonnance. À la vie à la mort. Au passage, les corticoïdes, c'est sur ordonnance. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous l'aurez compris, essentiellement des championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Nous parlons de cette nouvelle génération française. Nous ferons un focus sur le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Mais notre premier débat concerne l'exclusion des têtes d'affiche françaises. Grégory Boger, Michael Delmeda et François Pervis. Les championnats d'Europe ont débuté au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, un événement exceptionnel qui se déroulera sans les têtes d'affiche des derniers JO de Rio. Les médaillés de bronze, Grégory Boger, originaire de Maison-Lafitte, Ligné-Montin, François Pervis et le Plaisirois Michael Delmeda ont été sanctionnés pour leur comportement pendant les Jeux. Explication avec le directeur technique national, Vincent Jacquet. Les Jeux Olympiques, ça doit être un but ultime, une fête, ça doit être un projet sportif qu'on doit aborder en plein partage avec ses staffs, avec son entraîneur, avec ses coéquipiers. On ne va pas aux Jeux Olympiques en travailleur indépendant, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un travail d'équipe. Ce que je regrette, c'est que cette équipe n'ait pas eu ce supplément d'âme pour non pas partir en vacances ensemble, mais aller chercher cette victoire et mettre tous les moyens pour aller chercher cette victoire au niveau du collectif. Il y a eu un problème de comportement vis-à-vis du staff. Grégory Boger a notamment annoncé ne pas avoir été assez préparé et qu'il n'avait pas été mis dans les meilleures conditions. On écoute le DTN Vincent Jacquet sur la question. Ils préparent leur vélo tous les jours. Ils passent des heures et des heures dans l'atelier. Et derrière, pour se prendre, le staff n'a pas été à la hauteur. On a eu des problèmes de staff. Le staff n'a pas su répondre à mes attentes. C'est insupportable. En voyant ces deux interviews, peut-on dire qu'il fallait sanctionner les pistards après les JO décevants?
Vous votez oui ou non? Non. Vous êtes partagé, Yann, vous de votre côté. Moi, oui. On va faire un petit duel entre vous, Jean-Michel Richefort, et vous, Yann. Jean-Michel, vous commencez. Oui, sanctionner après coup, je ne sais pas si c'était judicieux. Lorsqu'on prépare les Jeux Olympiques, c'est 1 an à l'avance, 6 mois à l'avance. J'ai vu le staff donner beaucoup, tous les mécanos qui ont préparé, et ce qui m'énerve un peu, vu les déclarations de Grégory Baugé, c'est de dire c'est toujours de la faute des autres. Je me souviens à Londres, après la finale, perdue, c'était soi-disant de la faute des roues françaises, etc. Toujours l'excuse, et même si c'est un très grand champion, moi j'admire parce que c'est un champion, c'est un battant Grégory Baugé, mais à un moment donné, on ne peut pas toujours reporter sur les autres. Quant à l'esprit d'équipe, ils n'ont pas eu d'esprit d'équipe parce que depuis 6 mois, on les voit travailler toutes les semaines dans le vélodrome et ils sont chacun de leur côté, ils s'entraînent, ils ne partagent pas, ils ne communiquent pas. Donc là, bon, c'est pas bien parce que c'est pas la meilleure façon de préparer, et sachant que c'est un tout. Il y a le staff, il y a les entraîneurs, il y a les mécanos, il y a les soigneurs, les masseurs, et puis les coureurs également, et on partage également avec les remplaçants, ce n'était pas le cas. Mais sanctionner après coup, il fallait sanctionner sur le moment. Non, c'est pas sanctionner, faire comprendre, faire de la pédagogie, les réunir toujours ensemble, on partage, on a tout à se dire. Quand on travaille en équipe, dans une équipe, et ça c'est le propre du sport co, en rugby, oui. en football, donc quand quelque chose ne va pas, on se le dit. Et là, ce sont des petites équipes, mais les égos ont pris la dimension donc sur le collectif, c'est dommage. Mais après coup, ça ne sert à rien parce que François Pervis a été 6 fois champion du monde, Grégory Baugé a été champion du monde, et de quelle manière, encore une fois, à 9 reprises, et de quelle manière la dernière fois, que ce soit Pervis ou Baugé à Saint-Quentin, donc ils ont défendu la France. Alors sanctionner, non. Yann, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Michel? Je suis complètement d'accord avec Jean-Michel. C'est vrai que moi, il n'y a pas de duel. Il n'y a pas de duel, il n'y a pas de duel parce qu'en effet, c'est ça. On peut provoquer un duel. Pour moi, il n'y a pas de sanction. En plus, pour moi, il n'y a même pas de sanction. Parce que aujourd'hui, François Pervis est au Japon, fait sa tournée Keirin. Donc, je ne suis pas sûr qu'il avait prévu de faire les championnats d'Europe. François Pervis qui a quand même réagi sur les réseaux sociaux. On va le voir sûrement à l'image. Un tweet de François Pervis. Il est vraiment déçu de ne pas être pris. D'accord. Mais voilà, je pense que ce n'était pas le cas de tous les athlètes. Je pense qu'il y en avait qui n'avaient pas prévu de venir faire les championnats d'Europe. Moi, je trouve qu'on en parlera plus tard, mais je trouve que c'est une bonne opportunité pour d'autres. Donc voilà, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Mais voilà, je pense pas que ce soit une sanction de ne pas les apporter. Voilà, on voit le tweet justement de François Pervis. Visiblement, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Heureusement que j'en ai dit que 10%. Les choses doivent être dites si on veut avancer. Alors il est déçu, hein. Oui, il est déçu. Et alors là, je le rejoins, parce qu'en effet, s'ils veulent pouvoir avancer et continuer d'apporter ce qu'ils doivent apporter à l'équipe de France, et ce qui a été le rôle de Florian Rousseau à une époque, quand il accompagnait les jeunes, en effet, ils doivent percer les abcès ou percer les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Moi, je pense que le plus gros de la problématique vient du fait que dans une préparation pour n'importe quelle échéance, il doit y avoir une vraie osmose entre un entraîneur et son athlète. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une confiance mutuelle entre les deux, et il doit y avoir de la communication. C'est-à-dire que l'athlète doit avoir confiance en son entraîneur, mais il ne doit pas non plus boire tout ce que l'entraîneur lui dit. Si jamais il y a un désaccord, ils doivent pouvoir en parler, mais il y a quand même un moment où il faut qu'ils avancent tous les deux dans le même sens. Et là, on parle d'une équipe parce que donc on n'a pas 50 entraîneurs dans l'équipe de France. Il y a un entraîneur de l'équipe de sprint. Ils étaient 2 d'ailleurs avec Laurent Gannet et Franck Duriveau. Donc il faut que tout ça doit être une mécanique qui doit être hyper bien huilée, et tout doit avancer naturellement. Et là, il y a trop de non-dits pour faire en sorte que tout aille bien. Guillaume, je vous vois vraiment bouillonner là depuis quelques minutes. J'ai noté 3 choses sur ma petite tablette là, pas pour le message, mais premièrement, on parle de tête d'affiche. Alors tête d'affiche sur leur passé peut-être, mais sur les derniers résultats, il n'y a pas de tête d'affiche en France. Premièrement. D'accord. Il y a 2 ans, François Pervis a quand même remporté 2 titres de champion du monde. Sur les dernières compétitions, non. Ensuite, on parle d'ego, forcément. Quand on fait un sport individuel, il y a des égos surdimensionnés, bien plus que dans les sports collectifs. Et donc forcément, c'est plus compliqué à gérer. Et dernière chose, la DTN parle, mais est-ce qu'elle s'est mise en question? Ça, je ne sais pas.
Moustapha, je vous ai vu marquer également un petit message sur votre petite tablette. Je l'avais noté pour mémoire pour que Guillaume puisse s'en servir et le mémoriser, mais on est d'accord tous les deux. Relevez-le un petit peu. On est d'accord tous les deux. J'ai l'impression. Alors, la question c'était est-ce qu'il faut sanctionner après coup, hein. Voilà. Je voudrais y répondre parce que visiblement personne ne l'a fait autour de cette table, donc je m'en charge. Voilà, non, c'est juste que on sanctionne pas ce genre de choses pour une raison simple, c'est que on fait comme si, en tous les cas, à la tête du DTN ou à la tête des institutions, le sport n'était pas pratiqué par des hommes et des femmes. Et par définition, s'il y a une dimension importante dans le sport, c'est aussi la personnalité, voire l'individualité qu'il peut y avoir, et souvent l'ego. Donc ça se traite, et ça se traite avant. En clair, que ça soit dans un sport collectif, et j'apprécie beaucoup ce que dit Jean-Michel, clairement, on est dans une équipe, mais l'équipe, ce n'est pas simplement ceux qui y jouent. Il y a le président, il y a le staff technique, il y a l'encadrement. Bref, il y a toute une équipe qui n'est pas simplement celle qui pratique et qui est visible. Et par définition, c'est un travail d'équipe. Mais ça reste également des options parfois individuelles. Et en même temps, ça doit être traité. Donc s'il y a quelque chose qui doit être traité dans le sport, c'est bien l'individu par définition. C'est vrai dans le foot, on a des stars, entre guillemets, on les gère, vous en avez, on les traite, on ne sanctionne pas ce genre d'attitude. Par contre, c'est vrai que s'il y avait quelques débordements que ce soit, à un moment donné, on peut le sanctionner d'une autre manière, c'est-à-dire que faire en sorte que... Et là, on revient sur ce que dit Guillaume, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi montrer, pour le coup, des résultats. Vite fait, quand on parle de staff, moi je me souviens d'images où quand donc, vous avez l'athlète qui prend un titre au championnat du monde, mais tout le monde est hyper content pour lui, quoi, et se dit putain, mais on a tous bossé et il a réussi. Ouais. Quand ils sont aux Jeux Olympiques et qu'ils se ratent, putain, les mécanos ils sont aussi blasés, quoi, parce qu'ils ont bossé autant, mais le résultat il est pas là. Donc vous comprenez Vincent Jacquet qui se sent offensé. Vraiment, déçu, qu'il soit déçu parce que les résultats sont pas au bout. Il le gère, ça se gère. Mais c'est à lui de le gérer. Jean-Michel. Hier soir, j'ai eu la chance d'assister à la médaille d'or de Quentin Lafargue sur le kilomètre et à la descente de la piste, à côté il y avait son mécano, son entraîneur et les deux avaient les larmes aux yeux. Donc là, ce sont des images fortes. Bon, le résultat est là, mais là, j'ai senti qu'il y avait un partage entre tous les auteurs donc d'une performance, parce que l'athlète seul n'est rien s'il n'a pas autour de lui donc un entourage, mais qui donne peut-être de tact dans ses attaques. Les propos, après, c'est fait, quoi. Il n'y a pas eu les performances. Il y avait une médaille à Rio, mais avec des si on refait le monde. Mais encore une fois, maintenant, il faut préparer l'avenir. Le passé, ce n'est pas sur les polémiques qu'on va construire. Guillaume. Est-ce que c'est pas un moyen aussi de se cacher derrière le fait de ne pas les sélectionner pour nos résultats sportifs aussi? Peut-être qu'ils sont pas. Non, mais peut-être qu'aujourd'hui ils sont plus au niveau. C'est ça. Par rapport et lancer une nouvelle génération. Voilà. Et c'est se cacher aussi derrière en disant. Il faut le dire clairement. Une fois, on s'est réunis, on dit bon, mais merci messieurs, vous avez donné pour la nation. Maintenant, on va préparer Tokyo avec la nouvelle génération, ce que font de nombreuses nations. Et la relève est là, vous connaissez les noms, vous allez partager. Et tout ce que vous avez appris, eh bien, essayez de le transmettre aux jeunes, parce que, encore une fois, quand on a un maillot de l'équipe de France, on ne représente plus soi, mais c'est la nation. Hein, c'est une médaille pour son pays. Moustapha, on se prive quand même de grands champions. Oui, on se prive probablement de grands champions, mais les champions, c'est aussi des gens qui sont étanches. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne parlerai pas forcément du cas présent, à la limite, on illustre un vrai sujet. C'est celui de l'étanchéité à la fois des staffs et des auteurs. Quand je parle d'étanchéité, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui peuvent rester en interne. Les grandes entreprises le savent, la communication, c'est important. Je trouve que le sport se grandirait, qu'on arrête ces petites phrases, qu'on arrête ce déballage, parce qu'ils ont chacun, les uns les autres, des arguments à faire valoir. Simplement, c'est les intéressés, on ne les a pas en face. Ça pourrait prendre beaucoup de temps. Donc, je pense que tout le monde se grandirait dans tous les sports en général. Alors, je sais que ça plaît au journalisme. Je sais que ça plaît à ceux qui gravitent autour. Mais en même temps, ces gens-là doivent savoir qu'il y a du journalisme autour pour faire, encore une fois, mettre en avant le sport, c'est ce qu'on réclame tous. Mettez en avant les sports, qu'ils soient visibles. Simplement, quand on est visible, on n'est pas simplement visible, on est également écouté, on est épié. Donc, à un moment donné, il faut se professionnaliser aussi sur cette dimension. Je parle à la fois des acteurs,
et des gens qui encadrent. Le sport se grandirait que les choses se traitent autrement. Mais ça permet de parler aux téléspectateurs de ce qui se passe dans la réalité des vestiaires et des entreprises sportives. Ouais, on gère de l'humain, on gère de la psychologie, on ne gère pas simplement des performances et des chiffres. Donc c'est le moyen d'en parler pour rentrer un peu dans l'intimité. Mais je trouve que les gens se grandiraient d'arrêter un peu ce genre de spectacle. Malgré cette mise à l'écart, la porte est quand même toujours ouverte pour les 3 sportifs, comme l'a indiqué le DTN. On l'écoute. La porte est toujours ouverte. J'ai besoin d'un projet, j'ai besoin d'une vision, j'ai besoin du respect du cadre. C'est tout ce que je demande. Parce que clairement, ils vous ont manqué de respect. Ils ont manqué de respect à la fédération. C'est logique que la porte soit toujours ouverte, selon vous, Jean-Michel Richard? Oui, parce que n'oublions pas que, par exemple, Michael d'Almeida, encore il a 28 ans, il est au sommet de son art et il a encore des choses à prouver. Donc il a toute sa place dans cette équipe. Pourquoi pas Grégory Baugé également, même François Pervis. Donc après, il est toujours bon d'avoir un vivier de coureurs et après, c'est la performance qui parle. À un moment donné, on sélectionne les meilleurs du moment pour la compétition du moment. Je voudrais juste faire un rappel. Chris Hoy a gagné son dernier titre de champion olympique en kérine à 35 ans. Voilà. Donc François Pervis ils sont dans la course pour le Japon. Voilà. Dans des conflits armés dans le monde, on laisse la porte ouverte à la diplomatie pour faire en sorte que les choses s'apaisent. Je ne crois pas qu'on soit à ce niveau de guérilla ou de guerre civile pour qu'on en arrive à fermer des portes. Donc oui, bien sûr, il faut toujours laisser la porte ouverte. Mais en même temps, il s'excuse, selon vous, Moustapha? J'en sais rien parce que je ne suis pas dans la... Je ne connais pas la qualité des propos affichés, mais ce qui est sûr, c'est que la porte doit rester ouverte pour les deux, mais ils doivent... Une porte, quand elle est ouverte, c'est pour que certains en sortent et d'autres en rentrent. Hein. C'est, entre guillemets, c'est mutuel. Et surtout, c'est un métier, la sélection. Alors, les meilleurs du moment, oui, mais c'est les meilleurs du moment, pas simplement sportifs, encore une fois. On a vu dans des équipes de football, pour en revenir à ma discipline, où on a vu les meilleurs polluer le collectif. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est que le meilleur du moment. Le meilleur du moment, c'est les résultats sportifs, la physiologie qui fonctionne bien, mais il y a également le mental, et puis tout ce qui va drainer autour. Donc, c'est un métier qui fasse le leur. Guillaume, vous avez le même cas de figure dans votre club à Versailles, vous réagissez comment? Pardon, oula. Le même cas de figure. Même cas de figure avec, je sais pas, avec des joueurs qui critiquent le staff. Oh bah, ça arrive tous les ans, c'est facile. Hein. Quand ça gagne pas, ça critique le staff. Quand ça gagne, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Donc, après, nous, on n'a pas la même. Ils le disent entre eux en troisième mi-temps, parce que je suis adepte de troisième mi-temps apparemment. Donc, ils le disent entre eux. L'alcool aide un petit peu à parler aussi. Donc, voilà. Mais après, c'est. Tout est une question de. Oui, dangereux pour la santé. Mais non, mais toute une question, Moustapha il a raison de dire qu'il y a des sélections de foot ou de rugby, etc., où on s'est passé des meilleurs pour que l'ambiance d'équipe soit meilleure et que les résultats soient améliorés. Peut-être aussi que le cyclisme sur piste devrait penser à ça. Enfin, pense à ça aussi en se disant, même si c'est les meilleurs, est-ce qu'ils apportent vraiment un plus à l'équipe ou finalement est-ce qu'ils freinent l'équipe? Ça sera le mot de la fin sur ce premier thème. On va à présent parler à notre deuxième thématique. Elle concerne toujours le monde du cyclisme. L'actuel président de la Fédération française de cyclisme, David Lappartient, en poste depuis 2009, a annoncé juste avant le début des championnats d'Europe qu'il ne se représenterait pas en mars prochain pour être élu à la tête de la FFC. Il nous explique son choix. Ayant réalisé 2 mandats à la tête de la Fédération française de cyclisme, je suis élu dans cette association, dans cette fédération depuis 20 ans. Et mon implication au niveau international, en tant que président de l'Union européenne de cyclisme, vice-président de l'Union cycliste internationale et président du Conseil du cyclisme professionnel, me demande de plus en plus de temps et ça me paraît de plus en plus difficilement compatible avec la conduite d'une fédération aussi grande que la nôtre. Et donc j'ai choisi de faire cette annonce à 5 mois. Du scrutin pour que celles et ceux qui entendent briguer la présidence de la fédération puissent le faire avec suffisamment de temps pour présenter leur projet au club, aux délégués et à l'ensemble des départements et des régions. La question sur ce thème, son départ peut-il déstabiliser les sportifs sur ces championnats d'Europe? Vous votez oui ou non? Pareil, Jean-Michel? Non, oui? Non, c'est vert. Non, c'est rouge. Je ne vais pas y arriver. Donc moi, c'est non. Vous êtes tous unanimes. Jean-Michel? Pardon. Non, parce que ça n'a rien à voir. Enfin, il y a le volet sportif et le volet organisation d'une fédération avec une structure administrative, avec des élections toutes les Olympiades. Alors je pense que le président de la fédération a
très bien fait d'annoncer de façon à ne prendre personne au dépourvu, de façon à préparer une autre équipe qui, je pense, est en cours de préparation actuellement, mais ça n'a aucune incidence sur l'annonce d'une sélection à quelques jours avant les championnats d'Europe. Le timing est-il bon ? Oui, le timing est bon parce que les élections de la FFC auront lieu fin février, début mars, je crois début mars 2017. Donc il faut préparer, hein, une succession se prépare, mais ça ne se prépare pas 3 mois avant ou 3 semaines avant, ça se prépare 5-6 mois avant. C'est ce que souhaite le président Lapartien, je pense, et c'est une bonne chose. Moustapha, non, mais pour vous qui êtes président, vous auriez fait la même chose ? Pour le coup, c'était le bémol que je voulais apporter, parce qu'on a tous dit que ça, finalement, ça n'allait pas déstabiliser. Ce serait presque laissé à penser que le président ne sert à rien, aussi bien, quel que soit le sport. Donc, il s'en va, et alors, on l'a vu à bien des égards dans d'autres sports ou dans d'autres rubriques. Mais non, c'est le seul bémol que je voulais apporter, mais Jean-Michel l'a dit très bien, ça se prépare. Parce que sinon, ça peut être une cata. Hein. Pour une raison très simple. C'est pas qu'il est indispensable dans l'exercice du sport, mais il est indispensable pour tous les rouages dans le club. Et puis il y a une deuxième dimension très simple à comprendre, c'est que si on veut parler cyclisme, on ne parle pas de politique du club, on parle cyclisme. Si on passe son temps à faire de la politique, on ne fait pas autre chose. Donc c'est très déstabilisant quand c'est pas préparé. Donc à partir du moment où ça l'est, ça peut être même un rebond avec une notoriété différente. Enfin, ça peut être un plus. Pour moi, le timing est bon parce que s'il avait fait après les championnats d'Europe, je veux dire que là, sa décision est hors résultat, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un choix. Alors s'il avait fait après, on aurait pu croire que c'était à cause des résultats de machin. Donc là, je trouve que le timing est bon, c'est avant. Au moins, il est réglo avec tout le monde. Je pars avant, et quel que soit le résultat de championnat d'Europe, je pars. Je fais mon taf pendant deux mandats. Maintenant, je laisse la place au suivant. Mais voilà, moi je trouve que le timing est bon. Non, d'accord. Vous pensez à la même chose, Yann ? Bien sûr. Quitter le bateau en pleine crise, on peut le dire, quasiment en pleine crise. En pleine crise après de quoi ? les Jeux Olympiques. Attention, en pleine crise pour le cyclisme sur piste, mais le cyclisme, c'est pas juste la piste, hein, c'est la route, c'est le BMX, le VTT. Il a fait énormément de choses pendant ces 8 ans. Le vélodrome qui est là, il n'est pas innocent dedans. On va en sortir un nouveau en Bretagne, dans sa commune en Bretagne. C'est ce que je le. Ça, parce qu'il est également conseiller général aussi. Voilà, il est maire de sa commune. Maire de sa commune. Il est également président de l'Union européenne et également vice-président du cyclisme mondial. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc voilà, Jean-Michel. Il a énormément de casquettes et en effet, ça fait beaucoup, mais il le dit, il ne peut pas se consacrer. Et c'est une grande fédération, une fédération olympique avec de multiples disciplines. Et puis des structures, des clubs. N'oublions pas que sur son projet, un cyclisme conquérant, qu'il a avancé avec bien sûr son comité directeur et puis tout le staff, l'AFFC a progressé, je crois, de 16 000 licenciés. Son bilan est positif. Son bilan, oui, il est globalement positif. Bien sûr, il y a encore des chantiers, des chantiers dans tous les domaines, au niveau du cyclisme amateur, au niveau des clubs, au niveau des organisations, de la sécurité des organisations. Parce qu'une fédération, avant tout, s'occupe essentiellement du cyclisme amateur et du haut niveau, bien sûr, avec les échéances, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques. Mais oui, c'est une fédération qui est sur de bons rails. Maintenant, il faut préparer l'avenir. Après cette page débat, on passe maintenant à notre coup de projecteur. On en a parlé précédemment, les têtes d'affiche Grégory Baugé, Michael d'Almeida et François Pervier ont été écartés de la sélection. Pour mener à cette équipe de France, les dirigeants ont voulu insuffler un peu de fraîcheur et de la jeunesse. Les pistards tricolores sont emmenés par un Quentin Lafare qui a seulement 25 ans et des petits jeunes sur l'endurance, comme Sébastien Vigier à Benjamin Thomas ou encore Florian Maître. Les trois ont entre 19 et 21 ans. On écoute le DTN, Vincent Jacquet, sur la question. Si je ne lance pas dans le grand bain les jeunes, dès la première année, du début de l'Olympiade, jamais je vais le faire. Donc effectivement, on est là pour acquérir l'expérience, se confronter, monter d'un niveau et derrière, ne pas oublier que les grands champions qui ont fait ces 10 dernières années ont encore une place, sauf qu'aux Europes, ce sont les jeunes qui passent là. Faut-il miser sur la jeunesse dès ces championnats d'Europe ? Vous votez, oui ou non ?
Non. Vous êtes encore unanime. Non. Vous êtes ici pour m'embêter en fait. Guillaume. C'est une évidence. Guillaume, un petit. Oh, allez, on va partir. Je voulais non, faire un mais petit tous duel avec d'accord. Mustapha, mais il n'y aura pas de on va duel. se battre. Allez, J'aimerais Guillaume. bien. On Moi, est- je veux bien. On est Allez-y. tous d'accord. Enfin, Allez-y, je veux dire, Guillaume. c'est une évidence qu'après une Olympiade ratée, enfin des JO ratés, il faut insuffler un souffle nouveau et penser à la prochaine Olympiade. Donc d'entrée de jeu, il faut préparer les jeunes à vivre des premières échéances européennes déjà, avec la pression et tout ce qui va avec, en plus à domicile. Donc à domicile, ça va faciliter un peu leur intégration. Parce qu'on a toujours un petit supplément d'âme à domicile qu'à l'extérieur. Enfin, en tout cas, en sport co, je pense que c'est pareil en sport individuel. Donc ouais, c'est une évidence, il faut le faire. C'est le moment pour le faire, quoi. Jean-Michel. Oui, c'est le bon moment et on l'a vu hier, toutes les nations étrangères, les grandes nations font de même. On a vu les Anglais avec... Donc ce n'est pas un cas spécifiquement français. Non, avec, bien sûr, il y aura toujours les cadres. Dans une équipe, il y a des cadres, mais c'est le moment donc d'intégrer les jeunes avec l'échéance à 4 ans, donc Tokyo. Et Les nations amènent des jeunes de 17 ans sur ce championnat d'Europe. ouais. Voilà, on en a vu quelques-uns hier et ce sera un peu ce sera le cas pour beaucoup de nations. Il ne faut pas oublier que donc oui, on va parler de Sébastien Vigier qui a 19 ans, a déjà gagné des manches de Coupe d'Europe sur piste. Donc c'est pas un novice. C'est pas un novice, donc c'est bien de le mettre sur un championnat d'Europe. Il y a moins de pression peut-être sur un championnat d'Europe pour les jeunes. Non, là pour eux, ils sont là pour faire leur place, ils sont là pour faire pour montrer les crocs et montrer qu'il faudra compter sur eux par la suite. Même sur un championnat de France, Sébastien Vigier fait 3e du championnat de France dans vitesse, derrière Quentin et Charlie Connor. Il est là pour dire les gars, vous pouvez commencer à compter sur moi, je vais venir vous pousser, quoi. Donc c'est eux qui vont permettre aussi, c'est lui qui va permettre à Quentin d'aller chercher des performances qui vont être plus fortes pour pouvoir aller chercher des titres mondiaux ou olympiques. Hein. C'est la nouvelle génération ils se poussent tous les uns les autres. Mustapha, cette émulsion au sein de l'équipe de France avec les petits jeunes qui poussent, vous pensez que c'est une bonne chose pour l'équipe de France ? C'est quasiment une vocation même de la fédération. C'est une vocation pour tous les présidents de clubs, des présidents de fédération, du sport tout simplement, parce qu'à un moment donné, il y a des limites physiques, puisqu'on parle encore une fois de sportifs. Et par on voit le petit jeune Benjamin Thomas, le trappiste, 21 ans. Voilà, il y a ceux qui ont les limites physiques par définition, et il y a ceux qui sont en devenir. Donc c'est une vocation pour nous. Et voilà, que ça soit dans le cyclisme, pareil dans le rugby ou dans le football, on aime à surclasser nos gamins, avec toujours quand même la précaution. C'est que ça peut être parfois destructeur, puisque par définition, s'il est mal préparé, et là on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, on fait confiance à des gens qui font bien leur boulot, mais bien faire son boulot, c'est les accompagner, voire les surclasser, tout en vérifiant qu'ils en tireront profit pour eux-mêmes d'abord. Guillaume. Oui, puis en même temps, je pense que tous ceux qui ont fait les JO n'étaient pas préparés pour faire autant de préparation physique. La plupart sont partis en pas. vacances. C'est ça, donc c'est aussi le moment de faire tourner. Sauf Florie Berton qui a réussi quand même à décrocher une médaille de bronze. Tout à fait. Après 3 semaines de vacances, je crois, Yann. Laurie fait les championnats d'Europe avec une reprise de l'entraînement 3 semaines avant les championnats d'Europe. Elle a pris. Voilà, donc. Tous ceux qui ont fait les JO, ils sont dit hop, vacances, on va pas aux championnats d'Europe. Par contre, j'avais une question. Allez-y, Mustapha. C'est quoi le coup de projecteur? Ça, c'est flippant quand même. Coup de projecteur sur les jeunes. D'accord, rien à voir avec le coup de projecteur qu'on pourrait éventuellement recevoir. J'attendais patiemment tout à l'heure. Non, c'est juste. Allez, il fallait la faire. Faites attention en tout cas, Mustapha. On prépare déjà les JO de Tokyo, selon vous, Mustapha? Ah bah clairement. À la sortie des Jeux Olympiques de Rio, on prépare déjà Tokyo. Pourquoi perdre du temps pour le coup? C'est vraiment perdre du temps. Donc on se prépare toujours d'une échéance à l'autre. Il faut se préparer. C'était déjà presque trop tard pour préparer Tokyo, qu'on était déjà sur la préparation 2024 et on ne sait pas où on va. D'ailleurs, le directeur technique le disait lui-même. À Paris. Il le disait lui-même, j'ai besoin de me projeter, j'ai besoin d'une vision. Sûr, mais voilà. Cette vision-là, il l'a par le calendrier. Donc à vous d'accrocher les wagons. Terme, c'est très important. Alors on peut se poser la question est-ce judicieux d'avoir des championnats d'Europe en octobre, après l'échéance olympique? Là, je pense que ça tombe mal. À mon avis, c'est mal placé. C'est vraiment ridicule, tout simplement parce qu'en plus, cette année, les championnats du monde vont être très tard dans la saison. En Corée ou dans un pays asiatique, et ils vont avoir lieu au mois d'avril ou au mois de mai.
Alors que normalement, ils ont lieu fin février, donc ils sont très très loin dans la saison. Et en effet, on aurait pu simplement mettre les championnats d'Europe plutôt au mois de février. Si, mais au mois de février, une échéance pour préparer les championnats du monde. Là, c'est vraiment trop tôt pour les athlètes qui sortent des Jeux Olympiques. En tout cas, les résultats ne sont pas mauvais pour le moment. Les Français ont un objectif entre 6 et 8 médailles sur ces championnats d'Europe. Ils ont remporté 2 premières médailles sur cette première journée avec Laurie Berton, avec le bronze de Laurie Berton sur l'élimination, et Quentin Lafargue a lui raflé l'or sur le kilomètre. Il ne voulait pourtant pas assumer son rôle de leader. Écoutez. C'est vous qui m'annoncez en leader. Moi, je suis un coéquipier qui se fond dans une équipe de France qui est en train de se recréer. Et j'ai été le plus jeune l'année dernière, je suis un des plus anciens cette année. Et voilà, j'ai un petit peu d'expérience. Yann, vous comprenez qu'il ne veuille pas assumer son rôle de leader de l'équipe de France ? Il vient juste de le dire, c'est vrai que ça lui tombe dessus un petit peu très rapidement. C'était le plus jeune l'année dernière, aujourd'hui c'est le plus vieux. Par contre, c'est quelqu'un de très sympa, Quentin Lafargue, et donc il va prendre ce rôle avec le plus grand sérieux, et il le fera avec grand plaisir de donner, parce qu'il donne même à des anciens comme moi, puisque c'est le parrain de mon team sprint. Mais donc il va leur donner des conseils, il va les accompagner. Après, accompagner, il n'y a que en vitesse, il n'y en a qu'un accompagné, c'est Sébastien Vigier, puisque Benjamin Hedelin, même s'il est jeune, ça fait un moment qu'il est là. Charlie Connor a le même âge que Quentin, donc il n'y a que Sébastien qui vient découvrir le haut niveau, le niveau européen, mais qui a aussi déjà officié à ce niveau-là sur les Coupes d'Europe. Moustapha, à quel moment on peut envisager être un leader ? À quel moment ? Il a 25 ans. Il faut attendre encore un peu ? Pour le coup, c'est pas le moment qui le détermine, c'est la performance. Donc à quel moment ? C'est quand il en sera pour le coup devant les résultats. Mais il n'y a pas de timing pour ça, il y a juste la performance. Ça fait quand même 3 ans qu'il est champion de France. Il vient de briller son premier titre de champion d'Europe. Il en était quand même très très content. Je pense qu'il ne va pas finir sa moisson ici avec le reste du week-end. Et donc il va prendre, au fur et à mesure que les jours vont passer, il va prendre la dimension et il va leur apporter tout ça. Je vous propose à présent une séquence émotion, une belle image de ces championnats d'Europe. Laurie Berton vient de décrocher une médaille de bronze. Une petite déception pour la championne qui visait l'or, et son compagnon Quentin Lafargue a décidé de la réconforter. Voilà. Vraiment beau. C'est mignon, Moustapha ? Beau. Oui, bien sûr. Quand il y a de l'affection, Bravo, que ça soit dans le sport, globalement, c'est ce qu'on recherche. On cherche des émotions. Et on cherche de l'affection, bien évidemment, et donc ça fait plaisir. C'est ça le cyclisme, Jean-Michel ? Oui, c'est ça le cyclisme. Alors pour Laurie, on est tous très contents de cette médaille, mais il faut savoir que sur une épreuve comme l'élimination, c'est une épreuve aléatoire. Et on peut faire 5e, 7e, 3e, on peut gagner. Il n'y a pas de règle. Hier soir, elle a fait une course parfaite, mais je crois qu'à la fin, les 2 filles qui l'ont battue étaient très très fortes. Et quand on se confronte à la fin à une championne olympique, championne du monde également en titre, donc là, il n'y a rien à dire. Mais Laurie, à la pointure, il n'y a pas de souci. On passe maintenant à notre deuxième coup de projecteur, Moustapha. Il concerne le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il monte en puissance depuis son inauguration en 2014. Il a déjà organisé 2 événements internationaux. Le vélodrome est-il devenu la capitale du cyclisme en France ? Avant de répondre à cette question, on regarde cette séquence. Le vélodrome s'installe tout simplement. On a prouvé avec les championnats du monde que nous avions une arène internationale, un vélodrome, une piste vraiment très très appréciée des sportifs. Donc nous avons le souhait de continuer, peut-être pas avec un événement international tous les ans, mais de continuer régulièrement et aussi de montrer que nous sommes prêts, particulièrement pour Paris 2024. Aujourd'hui, petit à petit, ça prend. Le public s'y intéresse. Il y a de l'engouement, de l'engagement par rapport à des fidèles qu'on voit revenir régulièrement. Oui, on sent que le pari commence à être gagné. Le vélodrome est-il devenu la capitale du cyclisme en France ? Vous votez, oui ou non ? Ouais. Moustapha, non, oui. Vous êtes tous d'accord ? Vous êtes partagés ? On fait un petit duel encore ? Jean-Michel contre Yann ? Jean-Michel, vous commencez ? Bien sûr, je commence.
La capitale du cyclisme en France, c'est beaucoup dire, parce qu'il y a des régions de vélo. La Bretagne, c'est la région vélo par excellence. Encore aujourd'hui, Rhône-Alpes. Alors, c'est vrai que Saint-Quentin, c'est le centre national de cyclisme, avec le cyclisme sur piste, avec le stadium de BMX. C'est le siège de la fédération. Mais n'exagérons pas quand même. Bon, il y a eu certes les championnats du monde, il y a les championnats d'Europe, mais on est loin de l'engouement de Manchester, par exemple, où le vélodrome, à chaque manifestation, est plein à craquer. Or, qu'est-ce qu'on voit sur les championnats d'Europe aujourd'hui? On voit c'était la première journée. Une enceinte, mais même sur les 5 journées, 50% des places, des billets ont été vendus. Donc on est loin de la capitale française du cyclisme. La France, c'est une terre de vélo par excellence. Mais il y a d'autres régions qui sont très très performantes et au niveau vélo. Donc attendons pour qualifier Saint-Quentin de capitale du cyclisme. Yann. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, il devrait le devenir, puisque c'est quand même le vélodrome national, donc il a déjà le nom. Il y a également eu des courses internationales, je pense notamment à Paris-Brest-Paris, qui a été organisée en août 2015. Oui, bien sûr, mais il va y avoir d'autres choses qui vont être organisées. Il va y avoir les Revolution Series qui vont être organisées. C'est la première fois que c'est mi-novembre, c'est la première fois qu'une épreuve anglaise qui ne se produisait sort du territoire anglais pour venir en Europe. Elle vient à Paris au Vélodrome national. Là, ce sera du sport spectacle et il va vraiment pas falloir rater parce que ça va vraiment être très très sympa. Il va y avoir plein d'autres choses qui seront faites sur ce vélodrome, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que là on a les championnats, on a eu les championnats du monde l'année dernière, on est champion d'Europe cette année. Les championnats du monde, on ne les reverra pas avant, je dirais, au moins 8 ans. Et les championnats d'Europe, ce sera au moins 4 ans avant qu'ils reviennent. Donc il risque d'y avoir quand même un creux au niveau des gros événements. Donc il va falloir le faire vivre. Et donc les Revolution Series font partie de ce genre d'événements qui peuvent être apportés. Mais aujourd'hui, je vois personne organiser une Coupe d'Europe, par exemple, sur ce vélodrome, parce que du fait que les spectateurs ne répondent pas présents. Et les spectateurs, c'est quand même ce qui fait aussi vivre, les événements. Oui. Et bien sûr, il faut des événements majeurs, mais il faut des événements régionaux, graines de champions. Il faut faire participer. Bon, il y a un vivier au niveau du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, au niveau de l'Île-de-France, du département des Yvelines, un vivier de pratiquants. Et il faut les amener dans ce vélodrome. Il faut amener les parents, il faut amener les familles, il faut amener les clubs également. Et tout ça reste à construire. Oui, parce qu'on a beaucoup de problématiques pour accéder au vélodrome. C'est quand même assez compliqué. Nous, on y est toutes les semaines avec Jean-Michel. Et il y a parfois c'est un peu compliqué entre les fermetures pour X raisons. Mais il faut savoir que c'est quand même un partenariat public-privé. Et c'est quand même pas une gestion qui est très très simple. C'est pas idéal. C'est pas idéal. Et en effet, il y a des cailloux dans l'engrenage. Il y a des cailloux dans les engrenages. Guillaume Nerneuf. Ouais, ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est est-ce que vraiment ce championnat d'Europe Espoir, c'est un peu ça finalement. Oui, élite, mais vu que tu es jeune. Finalement, pour moi, c'est une compétition de seconde zone, quoi, entre guillemets. Quoi. C'est dommage d'avoir accepté ce championnat d'Europe à ce moment-là en France. Si on se prive derrière d'un championnat d'Europe dans 3, 4 ans, 5 ans, avec à une meilleure date, là, on savait très bien qu'après les JO, il n'y aurait pas de tête d'affiche, pas de grande star. En effet, il n'y aurait peut-être pas voilà, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée d'avoir pris à ce moment-là. Moustapha. Moustapha, les JO 2024 vont peut-être donner plus d'ampleur peut-être à la structure si la France est choisie. Probablement, bien sûr. Mais ce que ça évoque surtout et ce que ça m'inspire, c'est qu'on retrouve bien la volonté des dirigeants, parce que c'est quand même une volonté que de vouloir le devenir, si ça ne l'est pas encore. Donc si on voudrait que ça le devienne, il faut d'abord que ce soit la volonté de ceux qui nous administrent, qui fassent des choix pour le coup stratégiques. On en revient encore à la dimension de tous ceux qui gèrent et qui ont une importance. Et troisièmement, ce que disait Jean-Michel est pour moi très important, c'est qu'il faut savoir faire effectivement des investissements, gérer ça dans le temps. Voilà, ça viendra petit à petit, pour le coup. On ne nous a pas attendus. Par contre, il y a d'autres disciplines ou d'autres lieux où on n'a pas les mêmes installations et on en rêve. Donc là, pour le coup, il y a à la fois probablement la volonté, les installations. Il faut un peu de temps et il faut savoir un peu organiser. Pardon ? Une meilleure communication. La communication, elle est nulle. Enfin, je pas parler. Que Guillaume a mis le doigt sur le problème majeur actuellement. Effectivement, tout ce qui se passe au vélodrome
est inconnu, méconnu. Et là, il y a un problème récurrent de communication. Et ça, que ce soit par... même moi, je suis à Versailles. Voilà. Et même les gens du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines... Mais le arrive quand même à tirer avec le Grand Prix de Vélizy, notamment, que vous organisez d'ailleurs. Oui, mais encore une fois, c'est un tout. La communication sur le vélo, sur le BMX, sur les événements. Il faut vraiment accentuer cette communication via les athlètes, parce que des athlètes, des têtes d'affiche vont faire venir du public, mais des jeunes également, des jeunes. Quand je dis graines de champion, il y a des idées à creuser pour faire venir les parents, les familles. Il faut trouver vraiment l'engouement, quoi. Il faut faire prendre la mayonnaise, et ça passe aujourd'hui essentiellement. On est dans le siècle de la communication. Il faut intensifier cette communication pour que Saint-Quentin, dès l'instant où on parle de Saint-Quentin, on parle de c'est vrai qu'au Grand Prix de Vélizy, il y aura peut-être plus de monde sur une journée que sur la première journée des championnats d'Europe. On verra. La salle est chaleureuse pour ça. On le verra au mois de novembre. C'est pas faute de parler vélo aujourd'hui. Ça m'arrangerait aussi un peu. Mais on fait la communication. Moustapha, ne faites pas la tête. On parle beaucoup du vélo, je trouve, aujourd'hui. Une commission sur toutes les places, les prochaines places qui seront vendues. Pas tous en même temps. J'ai des commissions sur les places. On passe maintenant à notre rubrique Focus. Après les championnats du monde en février 2015, il y a donc ces championnats d'Europe à Saint-Quentin-en-Yvelines, une compétition qui se dispute avec très peu de têtes d'affiche, on l'a vu. Nous avons rencontré Arnaud Courtier, il va nous parler de l'ambiance attendue sur ces prochains jours de compétition. Il reste des places, on ne sera pas sur l'affluence extraordinaire des championnats du monde, il eût été difficile de faire aussi bien, mais il reste encore des places, donc j'invite surtout les Saint-Quentinois à venir à l'accueil du Vélodrome national, puisqu'ils bénéficient de tarifs réduits en tant qu'habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, de toutes les communes de Saint-Quentin. Ils viennent à l'accueil du Vélodrome avec un justificatif de domicile pour bénéficier du tarif réduit et ils pourront avoir des places. On en a parlé précédemment, le public saint-quentinois va-t-il répondre présent quand même pour ces championnats d'Europe? Sur la première journée, le public n'était pas très nombreux. Est-ce qu'il y aura plus de monde sur les prochains jours de compétition, Yann? Sachez qu'il reste des places, ils peuvent y aller, ils peuvent les acheter sur place. Scolaires, voilà. Bon, bien sûr, ils vont y aller. On espère et surtout que le spectacle sera au rendez-vous. Voilà, là, premier jour. Il n'y a pas de tête d'affiche, mais comme on le disait précédemment, il y a quand même. Il n'y a pas de com, il n'y a pas de. On s'en fout des têtes d'affiche. Des nouveaux cyclistes. T'as vu le spot publicitaire qu'ils ont fait là avec l'espèce de bonhomme là? C'est ridicule. Mais bien sûr, mais une finale de vitesse aux Jeux Olympiques, ça se joue en 10 secondes, autour de 10 secondes. Une finale de vitesse au championnat d'Europe, ça se jouera en 10-1 ou 10-2. Hein. Faut pas croire que ça va aller moins vite et qu'il y aura moins de spectacles parce que c'est les championnats d'Europe. Donc vous recommandez à tous les Saint-Quentinois, Yann, vous recommandez à tous les Saint-Quentinois de venir au Vélodrome. Mais bien sûr. Il vous offre l'entrée. Jean-Michel. Oui, ce cyclisme sur piste, c'est un spectacle avant tout. Ça n'a rien à voir avec la route où parfois, quand on regarde des étapes du Tour de France, on s'ennuie à mourir devant la télé. Là, chaque faire des amis chez les routiers. Non, mais je dis ce que je pense. C'est vrai, c'est long, il se passe rien pendant une heure et on brode. Alors que là, une épreuve, un spectacle, une épreuve, c'est spectaculaire, c'est rapide. Il y a un enjeu. On s'enflamme à chaque fois, que ce soit du sprint, que ce soit de l'élimination, du scratch, même de la vitesse par équipe, c'est beau, c'est spectaculaire. Alors bon, bien sûr, on ne peut qu'inciter tous les Saint-Quentinois à venir ce week-end, à remplir le Vélodrome, c'est le pari, c'est le challenge qu'on lance. Moustapha, on parle des têtes d'affiche. Certes, Yann n'est pas du tout d'accord avec ces têtes d'affiche. Par contre, un Open de France, par exemple, avec Rory McIlroy, qui est numéro 3 mondial, c'est 30% de recettes en plus. Clairement. Vous êtes d'accord avec ça? Encore une fois, il y a des locomotives, ça draine des wagons. Guillaume disait à juste titre, d'ailleurs c'est évoqué par nos amis off, parce qu'il se passe des choses quand la caméra n'est pas avec vous, mesdames, messieurs. Mais clairement, la communication pose défaut. On disait, est-ce qu'il y aura du monde? Encore faut-il que les gens le sachent. Mais juste, je voudrais relever ça quand même, parce qu'on est quand même quelques millions de téléspectateurs à regarder le Tour de France. Oui. On ne s'emmerde jamais. 10 ans qu'on s'emmerde. Alors maintenant qu'il y a plusieurs attaques en montagne. On en parlera après. Maintenant qu'il y a plusieurs disciplines dans le vélo et que vous en préfériez certaines. Et il y a même le tricycle. Il me semble nécessaire quand même qu'on soit équilibré dans ses propos. Moi, le cyclisme à la télé, c'est le Tour de France aussi. Oui, mais c'est aussi le Tour de France, mais des fois c'est très long sur les étapes de plat. Jean-Michel, on va passer maintenant à notre deuxième focus qui concerne toujours le public. On remarque généralement que les Français
brillent devant le public, 51 ans en particulier, lors des derniers championnats du monde de cyclisme sur piste. Ils avaient remporté notamment 7 médailles, dont 5 en or. Est-ce qu'il y a un effet public sur ce type de compétition? Stephen Henry, le coach de l'équipe de France d'endurance, en est persuadé. Je pense à Julien Maurice il y a 2 ans au championnat du monde qui fait une médaille de bronze. S'il n'y a pas le public, il aurait fait 4e. Concrètement, à la fin, il est porté par le public. Donc ouais, c'est, on va dire, le 12e homme, si je emploie une expression du football. Yann, quel est l'impact du public sur les cyclistes? Hier, c'est un titre de champion d'Europe. Un titre de champion d'Europe? Ah mais bien sûr, Quentin démarre avec une demi-seconde de retard sur son premier tour, une demi-seconde de retard sur le deuxième tour. Il y a aussi un aspect stratégique. Il avait un braquet qui était vraiment très gros et qui ne lui permettait pas d'avoir le meilleur démarrage. Un braquet pour un non-spécialiste. Un braquet, et un braquet. Un braquet. Il avait un très gros braquet. On ne les connaît pas, les braquets des sprinters. C'est top le secret. secret. Ah, top secret. Voilà. Et donc, il avait un très gros braquet, une bonne stratégie, mais je pense que le public l'a quand même aidé à aller chercher, parce que c'est quand même un de ceux qui a le moins faibli dans le dernier tour, et je pense que ça l'a poussé et aidé à aller se dépasser, parce qu'il avait l'air quand même bien sec à l'arrivée. Même chose pour l'équipe de poursuite, qui a réalisé le meilleur temps des qualifications hier avec les jeunes que nous avons cités. Une seconde d'avance sur la deuxième équipe. Et là aussi, le public les a portés sur la fin. Et on va les revoir aujourd'hui avec une grande chance de médaille. Guillaume? C'est dans tous les sports pareil. Enfin, je veux dire, dès que c'est organisé en France, ça marche mieux, sauf pour le rugby en 2007. Vous avez été nuls, mais bon. En France 98, on gagne pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas la meilleure équipe, certainement pas, et on gagne parce que c'est en France. L'Euro, on va en finale. On perd en finale, mais bon. Contre les Portugais. Ouais, mais parce qu'on joue au Stade de France, il se passe rien, il n'y a pas d'ambiance, et voilà. Ça c'est dit. Oui, c'est dit, oui. C'est un rythme, il tacle quand même. Ah, mais Stade de France, j'y vais plus, sauf quand je suis invité en VIP, parce que sinon c'est bien plaqué. Ouais. Non, mais je veux dire, voilà, il faut juste que si le public est présent et vraiment encourage et est proche des athlètes, forcément, ça a un impact hyper positif sur la performance. Souvenez-vous des championnats du monde d'athlétisme organisés en France, où on avait gagné, je crois, presque tous les relais. Presque 4x4, le 4x100. Voilà. J'y étais, c'était magnifique. C'était énorme. On n'a pas perdu tous les téléspectateurs, là, parce qu'on parle vélo depuis tout à l'heure, c'est important qu'on en parle. Mais je voudrais qu'ils sachent quand même que dans quelques temps, on parlera foot. Ne zappez pas. D'accord. Sur un cycliste, Yann, on ressent comment quand on rentre sur la piste, qu'il y a autant de monde? Alors moi, j'ai malheureusement pas eu beaucoup d'occasions de faire du vélo devant beaucoup de monde. Il y a rarement... Mais pourtant, tu as des titres de roller, j'ai des titres, etc. Voilà. Mais quand on est sur son vélo, comment on se ressent? Comment on ressent la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était au mois de juin. La première fois que ça m'est arrivé, 2500 personnes dans le vélodrome. 2500 personnes dans le vélodrome qui sont venues, pas pour m'applaudir moi, mais pour... C'était énorme, et sincèrement... La course, c'est pas la même. C'est pas la même. On n'a pas. À tous les niveaux, c'est vrai, même en foot, même en rugby, à nos niveaux régionaux ou nationaux, bas niveau, dès qu'on va à une contrée où il y a du monde en spectateur, ça joue sur la performance, quoi. C'est une évidence. On va continuer à parler cyclisme, mais cette fois-ci, on va parler de la route. Le parcours du Tour de France 2017 a été dévoilé par les organisateurs. Le peloton partira de Düsseldorf en Allemagne. Il passera par Chambéry, Serre-Chevalier à Briançon, le stade Vélodrome de Marseille. Mais les coureurs ne traverseront pas les Yvelines. Ils passeront par l'Essonne. Est-ce que c'est une déception, messieurs? Oui ou non? Vous votez. Mustapha, c'est le moment de voter. Pardon. On va faire un petit duel entre vous, Jean-Michel, et vous, Guillaume. Jean-Michel, vous commencez. Oui, c'est une déception, parce qu'on aime bien voir la dernière étape passer sur la vallée de Chevreuse, monter la côte de Châteaufort, par exemple. Bon, et puis c'est le clin d'œil. Mais bon, la dernière étape, faut raisonner en Île-de-France également. La dernière étape partira de Montgeron, Montgeron où a été donné pas très loin des Yvelines, dans l'Essonne, et où a été donné le départ du premier Tour de France au réveil matin. Donc à partir de là, mais une petite déception quand même pour tous les amoureux du cyclisme dans notre secteur. Guillaume. Non, mais on l'a dit tout à l'heure que le Tour de France n'avait plus du tout. Enfin,
on s'embêtait entre guillemets devant le Tour de France parce qu'il se passe plus rien. Enfin, je veux dire, même en montagne, il n'y a plus une attaque sur les mecs. Enfin, il n'y a plus rien, il se passe plus rien. Il se passe plus rien. Donc, qui passe ici ou pas ici, la dernière étape où il boit du champagne, franchement. Ça ne vous intéresse pas? Non. Surtout pour les voir passer en 10 secondes, je vois pas ce que ça change pour le public yvelinois. Rapidement, j'ai une info pour le public yvelinois. Allez-y. Le Paris-Nice va démarrer de Saint-Cyr-l'École. Saint-Cyr-l'École en 2017, au mois de mars. C'est une information exclusive voilà. de Yann Dujarier. Bienvenue sur TV Vélo 18. Moustapha, le Tour de France, on en parlait tout à l'heure. Je voulais simplement réveiller les téléspectateurs parce que je voudrais qu'on a un débat sur ne zappez pas ER-EZ, vous avez bien compris, qu'on va faire donc un peu de sémantique et un peu de... Voilà, donc ne zappez pas, on l'a bien écrit correctement. Pour en revenir au Tour de France, rapidement. Évidemment que c'est une déception pour une simple raison, c'est que l'engouement qu'on a en France pour aller l'exporter dans les pays à l'étranger, l'engouement on l'a sur tout le territoire et tous les territoires en rêvent. Moi le premier. Simplement, ce n'est pas des décisions, encore une fois, qui nous reviennent, puisque c'est des décisions qui se font, encore une fois, par des stratèges, probablement par du commerce, et qu'il y a certains qui préfèrent mettre de la communication et de l'argent par ailleurs. Mais bien sûr que c'est une déception, parce qu'on sait très bien ce que ça charrie. Autour de cette table, on passe notre temps à dire que c'est important d'avoir une visibilité sur le sport, une visibilité sur les régions, donc en l'occurrence sur les Yvelines. Eh bien oui, c'en est une, en particulier parce qu'on en parle beaucoup. Il ne faut pas penser que c'est simplement à la télévision que ça se passe, le Tour de France. Ça se passe également dans les départements, dans les régions, dans les fédérations. Donc c'est important, très rapidement, je continue à le dire, et c'est pas ennuyeux du tout. Je lance une idée, le départ de la dernière étape, il faut qu'elle parte du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, pour faire connaître au monde entier le vélodrome. Et là, on deviendra capitale du vélo. Qu'est-ce qu'ils vont faire au vélodrome là, à Marseille? On va refermer cette large page cyclisme, Moustapha, pour parler des autres résultats sportifs yvelinois. On va parler football. Clap de fin pour Trappes en Coupe de France. Les joueurs d'Arnaud Elmizy qui évoluent en PH se sont inclinés contre une DH Les Mureaux au 5e tour dans un match où les Saint-Quentinois ont fait jeu égal. Le score 2-1. On écoute les réactions. C'est une défaite logique. Donc l'écart de niveau entre une PH et une DH s'est vu. Dans la maîtrise, le sang-froid, ils ont marqué dans les moments clés. Donc après, nous, on a essayé d'exister, mais bon, il y avait quand même un écart entre une PH et une DH. On prend le deuxième but sur un coup de pied arrêté à 10 minutes de la fin. Ça joue sur des détails. Voilà, on a vu la différence de niveau sur le deuxième but. Maintenant, c'est à nous de bosser pour pouvoir les rejoindre un jour. Moustapha, que pensez-vous de la partie de vos joueurs, du match de vos joueurs? Je voudrais continuer à parler vélo, parce que franchement, j'ai pris le truc là. On vous donne la parole. On parle de ton club. Concernant cette prestation qu'ils ont faite, je voudrais en profiter pour remercier à la fois les spectateurs. Ils étaient très nombreux. Il y a une tribune de plus de 650 personnes. Donc il y a du monde quand il y a pour le coup quelque chose qui est proposé et de qualité. Donc le public revient sur notre stade. J'en profite également pour saluer Arnaud Elmizy, manager général, qui fait un travail assez extraordinaire avec nos jeunes. Et on voit bien que, on parlait des jeunes tout à l'heure, le travail fait par Arnaud et ses équipes sur les jeunes amène une équipe senior constituée quasiment totalement des jeunes de Trappes. Bravo. Donc c'est une manière également de boucler à la fois les propos qu'on peut avoir ici, mais la réalité du terrain. Maintenant, pour en revenir au score, on a fait une prestation où on est battu par une DH de très très une grosse écurie, les Mureaux, qui évolue dans un championnat très, très musclé. Au passage, Versailles en est la locomotive dans ce championnat. 2-1, on n'est pas parti ridicule. Franchement, ça tient à très peu de choses. La preuve, c'est que ce penalty en fin de match on aurait très bien pu faire basculer à la dernière seconde, mais avec des si, on ne refait pas le match. Mais globalement, un 2-2 changeait la physionomie du match. Il y a 2 ans, c'était une DH également, et c'était Versailles. Ça s'est joué au penalty. Donc une très belle prestation. Mais, encore une fois, il ne faut pas oublier tous les enjeux d'un club. Et, entre guillemets, à mon niveau et à celui de l'encadrement, la Coupe de France, c'est une chose, mais il y a un championnat derrière. Et c'est vrai qu'il faut probablement savoir faire des choix. On n'a pas choisi de perdre, mais c'est vrai que des fois, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se reconcentrer sur le championnat. Et c'est le championnat qui est extrêmement important pour nous. On vise une montée cette année, évidemment. Et voilà. Et je vous remercie de parler football de temps en temps.
De temps en temps. On va faire rapide sur cette fin d'émission. Du ballon rond, on passe au ballon ovale. Tout va bien pour le Sky Rugby dans le championnat de promotion d'honneur. Les Saint-Quentinois se sont facilement imposés contre Marcoussis. Ce dimanche, le score est sans appel 45-10. Au classement, le Sky est premier avec 3 victoires en 3 matchs et 14 points engrangés. Nous avons interrogé Thomas Payen sur le début de saison canon de l'équipe. C'est dans la continuité de la saison dernière où on a fait une grosse saison. On a perdu peu de matchs. Donc il y a eu une grosse préparation cet été, beaucoup de physique, beaucoup de jeux avec ballon également. Ça a été assez lourd pour les joueurs, mais du coup c'est payant d'entrée de saison. On n'a pas encore joué les meilleures équipes de la poule, je pense. Du coup pour nous c'est une bonne entrée en matière, ça nous permet de rentrer progressivement dans le championnat. Guillaume, sur ce début de saison canon du Sky Rugby, est-ce que vous avez une réaction? Bravo à eux, c'est aussi logique puisque le classement est fait que les meilleurs de la saison passée rencontrent les moins bons de la saison passée. Du coup, comme ils ont fini premier quasiment l'année dernière, ils rencontrent le bas de tableau d'abord et on verra à partir de la fin des matchs allés quand ils vont rencontrer les gros, on verra là si vraiment ils sont au niveau de leurs intentions en tout cas de remonter en division d'honneur. C'est une surprise de les voir à ce niveau-là? Ah non, l'année dernière ils ont une défaite, ils ne montent pas. Donc non, là ils sont bien dans leur championnat et j'espère que pour eux cette année ça va payer. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que les joueurs s'ennuient sur cette saison? L'année dernière, ils ont loupé la montée pour une seule défaite. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? S'ennuyer, non, parce que c'est toujours plus sympa comme des saisons où on gagne que des saisons où on perd. Donc tant que ça gagne, ils ne s'ennuient pas, vous inquiétez pas. Et les troisième mi-temps, je pense que sont sympathiques. Alors peut-être que vous les rejoindrez s'ils font la fête pour la montée. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi 3 novembre pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. À bientôt sur TVFI 78. Très belle soirée.